Monsieur le Président, cher Gaëtan Bruel, je vous remercie. Et avant de vous passer la parole, pour lancer cette journée de discussion et de réflexion, 2-3 choses pratiques. La traduction sera assurée au casque de l'arabe au français et du français à l'arabe. Donc si vous n'avez pas pris vos casques, ils sont à l'entrée. Christophe Kantchev, directeur de la rédaction de l'excellent magazine Politis, assurera la ponctuation tout au long de la journée, de cette journée. Et à 17h15, je vous donne rendez-vous au vernissage de l'exposition photographique Syrie, Terres Intimes, dont Sarah Contard est la commissaire. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir ces 2 journées que Cinémed et le CNC ont décidé de consacrer au cinéma syrien. Vous me permettrez de commencer par remercier nos hôtes, cher Christophe Leparc, cher Eva Savinska et toutes vos équipes. Je veux dire que le travail que vous accomplissez ici est absolument remarquable. Cinémed, c'est aujourd'hui l'un des grands festivals français de cinéma, le premier de Méditerranée, mais cela a commencé il y a 47 ans, comme l'émanation d'un ciné-club qui existe toujours aujourd'hui, le ciné-club Jean Vigo. Et donc, c'est une très belle réussite française. Surtout, il faut dire que votre festival ne se contente pas de faire découvrir le meilleur du cinéma méditerranéen au grand public. Il agit pour que ce cinéma vive, circule, se développe par des actions très concrètes depuis la naissance même des projets jusqu'à leur pleine circulation en France, dans la zone Méditerranée et dans le monde. Les bourses d'aide au développement que vous remettrez à la fin de cette journée en sont, je crois, un très bel exemple, puisqu'elles permettent à des auteurs émergents, souvent venus de pays où les structures de production sont fragiles, eh bien, de trouver un appui, un réseau, une visibilité. Et vos rencontres professionnelles aussi font naître chaque année de nouveaux projets, de nouvelles coproductions, à travers votre engagement, celui de vos équipes, aussi celui de vos partenaires publics et privés. C'est tout un espace de circulation artistique et économique qui trouve un ancrage essentiel ici à Montpellier. Soyez-en remerciés. Alors, il était tout naturel pour nous au CNC d'organiser à vos côtés ces 2 journées qui concrétise au fond une volonté commune. D'abord celle de Cinémed, en partenariat avec le collectif Al-Ayoun, que je remercie chaleureusement, de mettre en lumière la nouvelle génération de créateurs syriens, leur résilience, leur créativité, d'autant plus que ces créateurs ont trouvé à Cinémed ces dernières années aussi eh bien, un refuge, une ressource, une communauté où ils ont pu se retrouver alors qu'ils étaient en exil. Volonté aussi du CNC qui a ressenti ces derniers mois l'urgence d'accompagner ces cinéastes dans la transition historique que traverse leur pays. J'ai eu la chance de me rendre à Damas au début de ce mois. J'ai notamment rencontré les équipes de l'Organisation générale pour le cinéma en Syrie, dont je salue les représentantes qui sont avec nous. J'ai rencontré aussi des jeunes cinéastes et producteurs. Et je dois dire que j'ai été extrêmement frappé par la vitalité, par la résilience de cette nouvelle génération qui multiplie les initiatives pour produire envers et contre tout, pour partager, diffuser les films. Je pense notamment au Damascus Film Salon, un petit collectif sans aucun moyen qui a activé une galerie, fait des projections régulières, a fait venir Costa Gavras à travers une visio qui a parlé devant une salle absolument comble. Je pense aussi au laboratoire Stories Film, voilà, dans des conditions précaires. Le cœur du cinéma bat à Damas, bat en Syrie, et je crois que c'est extrêmement important de voir que quand on pourrait penser que le cinéma n'est pas la priorité dans un pays où tant est à reconstruire, qu'il y a d'autres chantiers qui seraient plus urgents, plus essentiels, au grand contraire, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu à Damas, c'est un besoin profond de filmer, de raconter, de poser un discours et des images sur ce qui a été vécu, sur le passé, sur le présent, et de faire du cinéma un levier pour l'avenir du pays. Alors, je suis convaincu, mais je crois que nous sommes tous convaincus ici, que le cinéma a un rôle crucial à jouer dans une société syrienne qui est fragmentée, un rôle crucial à jouer pour confronter les points de vue, pour retrouver le chemin d'un dialogue, pour contribuer au travail de vérité et de réconciliation, et pour reprendre confiance dans la possibilité d'un espace commun, parce qu'au fond, c'est cela que permet la magie du cinéma. Alors je forme le vœu que ces 2 journées nous permettent de poser des premières bases solides, concrètes, pour donner aux cinéastes syriens les moyens de faire tout cela. Notre coopération avec eux n'est pas nouvelle. À travers l'aide au cinéma du monde,
Le CNC a soutenu ces dernières années encore des réalisatrices, des réalisateurs syriens comme Gaïa Gigi, dont on salue le retour à Cinémed avec son 2e long métrage. Je pense aussi au magnifique film de Soudadeh Kaadan, Le jour où j'ai perdu mon ombre, ainsi qu'au puissant documentaire Still Recording, produit avec la France, notamment grâce au concours de la formidable initiative Bidayat d'Ali Atassi, dont je salue également la présence à nos côtés. La France a par ailleurs été la terre d'accueil de grands noms du cinéma syrien, cher Oussama Mohamed, cher Alaa Abdallah, merci de votre présence parmi nous, avec d'autres cinéastes. La lumière du cinéma d'auteur syrien ne s'est jamais éteinte, même aux heures les plus complexes de ce pays, et c'est un honneur, non seulement pour la France, mais aussi pour d'autres partenaires du monde entier, de l'aider à retrouver toute sa force aujourd'hui. En France, notre politique publique du cinéma fêtera l'année prochaine ses 80 ans. Cette politique est née, elle aussi, dans les décombres de la guerre, en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale, et elle a toujours, depuis le début et plus que jamais aujourd'hui, été ouverte aux cinéastes du monde entier. Au fond, en France, on s'honore, on est fiers, pas simplement de soutenir le cinéma français, mais de soutenir une idée française du cinéma, l'idée que le cinéma précisément est universel, qu'il est ouvert au monde entier. C'est ce qui fait que cette année, on est particulièrement fiers que soit le film de Jafar Panahi qui nous représente aux Oscars, aussi d'abord parce que c'est une coproduction française. Alors depuis 80 ans, la France a donc développé une expertise que nous sommes heureux de partager, qu'il s'agisse de dynamiser la production en renforçant les structures qui permettent aux films de voir le jour, aux cinéastes de se former, qu'il s'agisse aussi d'organiser la diffusion des œuvres sur tous les supports. Et nous savons à quel point c'est un enjeu crucial pour les Syriens aujourd'hui qui n'ont que très difficilement accès à leur propre cinéma, à leur propre patrimoine cinématographique. À Damas, j'ai pu visiter les archives du film syrien et la France va aider à la restauration et à la numérisation de cette collection. Mais je pense aussi plus largement à l'éducation aux images. Le fait que ces films de cinéastes syriens circulent dans le monde entier est formidable, mais ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'ils circulent aussi en Syrie et que les publics syriens, les jeunes Syriens, puissent aussi y avoir accès. Et je crois que nous devons aider à ce sujet. Alors on a souhaité que cette conférence soit la plus opérationnelle possible, qu'elle permette aux cinéastes, aux producteurs, aux distributeurs, aux institutions, aux amis du cinéma syrien d'échanger, de dresser des pistes très concrètes pour l'avenir. Et pour permettre à toutes les voix de s'exprimer librement, on a donc conçu, avec l'équipe du CNC que je remercie, notamment Jérémy Kessler, notre directeur des affaires internationales, Noémie Kahn, notre experte notamment pour la Syrie et plus largement toute la zone, avec les équipes de Cinémed aussi, on a conçu ces discussions en 2 temps. Il y a un premier temps qui est public, toute la journée, mais demain matin, on s'est dit qu'il était important aussi de travailler à huis clos, donc on aura des ateliers pour approfondir ces discussions et essayer d'aboutir sur des premières conclusions opérationnelles. Je veux vraiment, pour finir, remercier très chaleureusement les nombreux intervenants et invités qui nous ont fait confiance en venant à Montpellier pour témoigner publiquement de leur parcours, partager leur analyse de la situation, confronter leurs idées pour ce futur qui reste complètement à construire. Je veux remercier notre poste diplomatique pour son suivi attentif, pour ses efforts, notamment pour favoriser l'obtention des visas pour le voyage de nos invités. Je veux particulièrement saluer la présence de notre ambassadeur, l'ambassadeur de France pour la Syrie, Jean-Baptiste Fèvre, qui a été, dès sa prise de poste, et particulièrement ces dernières semaines, très engagé pour qu'on puisse tout simplement se retrouver ici et avoir ces discussions. Et puis, last but not least, je veux vraiment remercier très chaleureusement les institutions internationales qui sont déjà actives depuis longtemps pour la Syrie. Je pense au Doha Film Institute et notamment à sa CEO Fatma Al-Renaï. Merci beaucoup, chère Fatma, pour votre présence avec votre équipe. Je pense à l'AFAC, à sa directrice Rima Mismar. Merci beaucoup d'être là, Rima. Je pense également à Etidjahat, cher Ayoum qui représentait Etidjahat et qui même vous êtes installé à Montpellier il n'y a pas très longtemps. Tout cela est un signe. Vos 3 institutions qui effectuent un travail majeur dans toute la région et dans le monde entier aujourd'hui, sont présentes aux côtés des cinéastes syriens depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que le CNC. Et c'est pour ça que votre présence à nos côtés est si importante aujourd'hui. Merci d'être là, merci de prendre part à cette discussion. Je vous souhaite à tous et tous de fructueux échanges et n'oubliez surtout pas de voir la suite du programme de Cinémed. Il y a encore de très belles surprises qui vous attendent. Merci beaucoup. Bonjour. Ce besoin de filmer, ce besoin profond de filmer que Gaëtan Bruel vient d'évoquer
se manifeste aujourd'hui sous un nouveau régime politique, celui d'Ahmed al-Shara, président de transition, entre guillemets, qui, avec son armée, a provoqué cet événement considérable et imprévu qu'a été la chute du dictateur Bachar al-Assad le 8 décembre 2024. Chute qui a suscité le désir du Cinémed d'organiser cette journée autour du jeune cinéma syrien. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup à reconstruire, autant sur le plan matériel que psychologique. Récemment, le journal Le Monde titrait « En Syrie, le poids écrasant des disparus de la guerre civile ». Et le chapeau de l'article disait « Le nombre de Syriens arrêtés par le régime d'Al-Assad pendant la guerre civile et qui n'ont pas été retrouvés par leur famille après la chute du dictateur est estimé entre 200 000 et 300 000. » Le peuple syrien doit se relever d'une guerre qui a été menée contre lui et des terribles exactions d'un régime dictatorial. Tout a été consigné dans un livre qui est une somme que je vous recommande vivement, qui s'intitule « Syrie, le pays brûlé », qui est le livre noir des Assad, c'est le sous-titre « Le livre noir des Assad 1970-2021 » qui est apparu au Seuil en 2022. Je donne un tout petit extrait de l'introduction. Je cite, « Après avoir méthodiquement saccagé son pays en le plaçant sous la coupe de ses alliés étrangers, Russie, Iran, le président syrien s'est attelé à reconstruire les murs de la peur à l'intérieur de la Syrie. À l'extérieur, il tente d'enfermer à nouveau dans le silence une population qui avait osé le défier. Celle-ci a cependant systématiquement documenté, filmé et écrit sa lutte et son écrasement. La population, oui, n'a cessé de filmer, ce qui nous amène à la conférence à laquelle nous convie Cécile Bouex, maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, notamment co-directrice avec Agnès de Victor de l'ouvrage paru en 2021 aux éditions du CNRS intitulé « Syrie, une nouvelle ère des images » et dont le sous-titre est « De la révolte au conflit transnational ». Cécile Bouex a aussi contribué au livre dont je viens de faire référence, c'est-à-dire « Syrie, le pays brûlé ». Je lui laisse avec plaisir la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc déjà, je vous remercie vraiment pour cette invitation et je dois dire que je suis assez intimidée de parler devant les cinéastes syriens qui sont là dans la salle, qui appartiennent à plusieurs générations. Et donc, c'est un peu étrange que moi, je fasse cette mise en perspective historique. J'espère qu'ils ne vont pas trop m'en vouloir, qu'ils vont pas trop... voilà. Mais s'il manque des choses, n'hésitez pas à intervenir. Donc moi, je vais essayer avec vous d'esquisser les grandes lignes de l'histoire du cinéma syrien depuis les années 1970. Et je vais revenir sur 3 moments clés qui correspondent aussi à des bouleversements politiques. Et ce que j'aimerais souligner tout de suite, c'est cette relation intime entre du cinéma, et plus spécifiquement du cinéma d'auteur syrien, avec le politique. Et cette caractéristique, elle va nourrir des formes esthétiques et narratives de plus en plus diverses et singulières dans le temps. Alors, avant le début de la Révolution en 2011, et surtout entre les années 70 et 2000, le cinéma a constitué un espace d'expression alternative de l'ordre politique, comme ont pu l'être aussi d'ailleurs la littérature et le théâtre. Et au cours de cette période, donc les années 70-2000, c'est une période qui est caractérisée par un régime autoritaire. L'espace public est complètement verrouillé, la presse est étroitement contrôlée, et même des paroles imprudentes échangées en privé peuvent être dénoncées et amenées à la détention. Et donc,
parce que les formes littéraires et cinématographiques permettent l'allusion, permettent la métaphore, elles sont venues un peu créer une brèche dans ce qu'il était possible de dire ou pas, tout en restant évidemment dans certaines limites. Et après 2011, avec la révolution et le conflit armé qui s'ensuit, il y a une reconfiguration complète des formes d'expression cinématographique avec l'émergence d'une nouvelle génération en Syrie et en exil. Et donc c'est un peu toute cette chronologie, cette trajectoire que je vais retracer ici avec vous. Donc l'histoire du cinéma syrien, elle s'inscrit au départ dans le projet national et culturel du Parti Baas, qui est arrivé au pouvoir en Syrie en 1963, et dans lequel la culture est conçue comme un vecteur de l'idéologie panarabe et socialiste. Et donc, la production culturelle, elle est strictement contrôlée pour qu'elle coïncide avec cette vision de la société définie par le parti, notamment par le biais de structures d'encadrement des professions artistiques, hein, comme le syndicat des artistes ou l'Union des écrivains. Et bien sûr, c'est le ministère de la Culture qui va encadrer toute cette structure. Donc ce système de gestion culturelle, qui est directement inspiré du modèle soviétique, a engendré deux catégories de biens culturels, les produits commerciaux qui vont être issus du secteur privé, dont l'objectif est de divertir le public, mais qui restent quand même contrôlés par l'État. Donc d'un côté, et les produits culturels issus des entités de production étatiques, qui, eux, vont être investis d'une mission éducative et qui doit traiter des problèmes sérieux, entre guillemets, qui sont censés s'inscrire dans cette perspective idéologique et nationale. Et donc, on a une division entre secteur public et secteur privé qui va perdurer jusqu'à peu près dans les années 2000. La création de l'organisme national du cinéma intervient en 1964, donc un an après l'arrivée du BAS, et elle va s'inscrire aussi dans cette logique. Donc cet institut a vocation à neutraliser les lois du marché pour orienter la production vers des questions sociales et nationales. Et donc l'encadrement de l'activité cinématographique, elle va s'opérer à plusieurs niveaux. D'abord, le soutien à la production, avec la mise en place d'une infrastructure technique, donc des studios, des équipements, des techniciens aussi, des spécialistes. Et ensuite, on a tout un encadrement idéologique de la production qui va être assuré par ce qui est appelé un comité intellectuel, qui va être chargé d'évaluer les scénarios. Donc, il va dire, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et donc, il y a une politique aussi de diffusion qui va centraliser aussi les importations de films étrangers en Syrie. Et puis, l'Organisme national du cinéma va se doter de salles de cinéma dans les grandes villes et aussi d'une cellule de publication, une revue mensuelle et d'ouvrages qui vont traiter des cinématographies arabes et mondiales. Et aussi, un point très important pour l'Organisme national du cinéma, c'est la tenue chaque année d'un festival international qui va promouvoir la production nationale et aussi des films qui va permettre d'avoir un regard aussi sur les films étrangers. Donc, cette implication du secteur public a eu pour effet de créer un espace particulièrement propice à l'expérimentation parce qu'il va protéger les réalisateurs des contraintes du marché. Et donc, de manière assez paradoxale, ce système a pu engendrer des formes d'art avant-gardistes et confidentielles. Et donc, c'est là toute l'ambivalence d'un mode de production qui, d'un côté, libère les cinéastes des contraintes du marché, mais qui les oblige aussi à des négociations permanentes avec les responsables officiels qui sont chargés de superviser leurs activités et d'évaluer leurs œuvres. Et cette coopération, au fil du temps, elle va être plus ou moins conflictuelle
en fonction des contextes politiques, des rapports personnels aussi qui sont très importants, mais aussi en fonction de l'audace des cinéastes. Et donc ce contexte va favoriser l'émergence d'un cinéma d'auteur singulier, très créatif et critique, grâce à une appropriation des moyens de production par certains cinéastes qui vont tester à chaque fois les limites de l'expression dans ce contexte politique de contrôle exacerbé. Donc ça veut dire que si le comité intellectuel va regarder très précisément les scénarios, ensuite au moment de la réalisation, les cinéastes ils vont jouer avec ces marges, et c'est à ce moment-là en fait que se passe ce test des limites. Et donc alors, sur la censure, en fait, elle a été très peu appliquée de manière directe après la réalisation des films. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une destruction de bobines. Il y a eu certaines suppressions de séquences où il y a eu des diffusions qui ont été interdites, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Et le seul cas de destruction de bobines que je connaisse, c'est pour le film documentaire La vie quotidienne dans un village syrien, qui a été réalisé en 1972 par Omar Amiralay. Et donc, alors, c'est le premier film documentaire d'auteur de l'histoire du cinéma syrien, et c'est un film particulièrement transgressif parce qu'il va remettre en question le discours de développement du parti Baas dans les zones rurales, et il montre notamment comment les réformes agraires sont détournées et finissent par des grandes familles de propriétaires fonciers et finissent par renforcer l'ordre tribal, ceux qui sont censés combattre. Et surtout, à la fin du film, on voit cet homme qui est un paysan qui va se révolter en fait en direct, et donc il va vraiment se saisir de la présence de l'équipe de tournage pour faire exploser sa colère. Et il dit notamment, c'est une séquence qui m'a énormément marqué, il dit: l'homme a marché sur la lune et nous on est chassés de nos terres par les grands propriétaires. Et autour de lui, donc, il y a un groupe de paysans qui approuvent ce qu'il est en train de dire. Et puis, il y a un moment de silence, et à un moment, il va crier « On a faim, on crève ». Et il va arracher sa chemise dans ce geste de colère et de désespoir. Cette séquence, elle est vraiment extrêmement forte. Et à chaque fois que je la vois, elle me bouleverse. Et elle est devenue un petit peu iconique. Et c'est peut-être la seule qui a acquis ce statut iconique dans le cinéma syrien. Et notamment l'écrivain Tahar Benjeloun, l'écrivain marocain, a pu dire à son propos que s'il devait y avoir une seule image d'un homme arabe en révolte, ce serait celle-ci. Et c'est aussi un film très expérimental d'un point de vue esthétique. Et donc c'est un film rescapé parce que la bobine a été détruite, mais entre-temps, en fait, Omar Amiralay avait fait une copie. Donc c'est un festival qui avait fait une copie parce qu'il voulait le diffuser, et donc c'est comme ça que ce film est arrivé jusqu'à nous et qu'il a été sauvé. Alors. Et aussi, ce qui se passait, c'est que les films qui étaient jugés trop critiques, en fait, n'étaient pas diffusés en Syrie, mais ils pouvaient circuler dans les festivals internationaux parce que au final, il servait de vitrine un petit peu pour le pouvoir qui pouvait prétendre à une certaine forme d'ouverture et qui était très fier de montrer ce que faisaient ces cinéastes. Un autre film a été interdit de diffusion en Syrie, c'est Étoile du jour de Oussama Mohamed, si on peut montrer le slide, qui est sorti en 1990 et en 1988. Et donc ce film va carrément tourner en dérision le clanisme de la famille Assad et toute son iconographie, et notamment l'omniprésence des portraits du président. Et c'est le film de fiction qui vraiment allait le plus loin dans une critique assez directe, même s'il puise dans le registre de l'humour satirique, mais vraiment qui allait le plus loin dans cette critique contre le pouvoir de Hafez el-Assad et tout son environnement symbolique. Donc là, c'est le personnage principal pardon, qui arrive de son village alaouite et qui débarque à Damas et qui voit des portraits de son cousin, chanteur célèbre partout,
comme les portraits du président. Mais malgré son interdiction à l'intérieur de la Syrie, le film a circulé dans les festivals internationaux et aussi il a circulé pas mal de manière clandestine en Syrie. Et moi, en fait, quand je venais d'arriver en Syrie, je me rappelle à l'Institut français du Proche-Orient, Hassan Abbas avait organisé une projection de Étoiles du jour, et c'est grâce à lui, ou à cause de lui, je ne sais pas, que j'ai fait une thèse sur le cinéma syrien, parce que je me suis dit, en fait, comment un film comme ça a pu être financé par le ministère de la Culture. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur ces paradoxes de cette production étatique. Et il faut dire aussi que juste après la chute du régime, le film a été projeté à Damas, je crois. Tu me diras où ça m'a... Ouais. Donc voilà, c'était aussi quelque chose, un geste assez fort d'avoir projeté ce film en Syrie. Alors c'était une initiative privée, mais bon, c'est quand même, c'est pas rien. Donc pour revenir au fonctionnement de l'Organisme national du cinéma, dans les premières années de fondation, en fait, dans les années 60 jusqu'au début des années 70, il y a encore peu de cinéastes. Les ressources étaient assez ouvertes, mais par la suite, donc seuls les cinéastes qui sont fonctionnalisés, qui sont recrutés par un système de bourse d'études à l'étranger, ont pu y réaliser leurs films. Donc il y a une espèce de fermeture comme ça. Et beaucoup ont étudié dans les écoles de cinéma du bloc soviétique, notamment au VGIK, prestigieux VGIK de Moscou, comme Oussama d'ailleurs. Donc là, quand même, il faut que je précise que je parle d'une production cinématographique qui est extrêmement modeste. On parle de 1 ou 2 longs métrages par an. Et en plus d'être très modeste, vraiment la production elle était peu diffusée. Il n'y avait pas de diffusion à la télévision, par exemple. Et quand je disais en Syrie que je faisais une thèse sur le cinéma syrien, on me disait tout le temps, mais il n'y a pas de cinéma syrien. Il y a des films syriens, mais il n'y a pas vraiment de cinéma. Donc c'était vraiment quelque chose de très confiné. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel point la jeune génération de cinéastes a été imprégnée aussi par cette génération-là. Donc, ce système a produit a offert quand même offert un cadre privilégié pour certains cinéastes qui bénéficiaient quand même d'une maîtrise du processus de création et qui ont pu faire des films très critiques. Donc je vais citer Omar Amiralay, Nabil Maleh, Oussama Mohamed, Mohamed Malas et Riyad Shaya, qui ont porté quand même une esthétique très, très forte et très singulière et des messages politiques très osés en fait pour le contexte. Alors, j'aimerais vous montrer quand même une image de Rêve de la ville de Mohamed Malas. Ça vous donne aussi une idée un peu des thématiques qui étaient abordées. Donc, c'est un film qui a été réalisé en 1984, qui avait été sélectionné à Cannes et qui a eu le premier prix des Journées cinématographiques de Carthage. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vient de la ville de Qudaitra dans les années 50 pour s'installer à Damas avec sa mère. Et les années 50 en Syrie, c'est une période politique très bouillonnante et troublée, avec des coups d'État successifs. Et donc ce film, il va prendre comme contexte le passé historique pour parler de la violence du pouvoir dans la société du présent. Je voudrais aussi vous montrer une autre capture d'écran. Donc ça, c'est une capture d'écran d'une séquence du Figurant de Nabil Maleh, qui a été réalisé en 1993. Donc c'est un huis clos d'un couple qui sont dans un appartement, donc ils ne sont pas encore mariés, ils se voient, ils se donnent rendez-vous, mais le personnage principal, donc c'est l'homme, se sent complètement traqué et il est rendu littéralement impuissant face d'une part à la pesanteur des conventions sociales, mais aussi et surtout par le contrôle politique. Et donc ce film, il dit que c'est comme s'il y avait plus de refuge possible à cette violence-là, et que même dans l'espace intime, même dans l'espace privé, on ne peut pas échapper en fait à ce pouvoir et à ces formes de surveillance.
Donc les années 70-80 vont constituer un peu un âge d'or de l'organisme national du cinéma parce que donc voilà, il y a cette liberté, mais ça signifie que leurs films circulent principalement à l'étranger. À partir des années 90, on va assister à un durcissement de la censure qui correspond aussi sur le plan politique à un renforcement autoritaire avec l'arrivée au pouvoir de ce moment-là. Et puis après, il y a encore une autre rupture avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad en 2001. Il y a un changement de cap de la politique cinématographique qui vient vraiment remettre en question cette liberté de création. Donc à ce moment-là, avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad, la Syrie va opérer un tournant néolibéral qui se base sur une privatisation partielle et contrôlée dans le sens où les membres du clan Assad vont être étroitement associés à ce processus de libération économique. Et le champ culturel est directement touché par cette orientation qui s'accompagne aussi d'une sorte de décompression politique calculée qui est très 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 loin d'annoncer une transition démocratique et au contraire qui va relever d'un ajustement du système autoritaire. Donc dans ce contexte, c'est dans ce contexte en fait que la production télévisée des séries télé, qui est particulièrement lucrative, va complètement se développer. Et les séries syriennes vont même supplanter les séries télé égyptiennes qui inondaient le monde arabe. Et donc, la série télé va devenir la première industrie culturelle en Syrie, qui va employer des dizaines de milliers d'acteurs, d'écrivains, de réalisateurs, de techniciens, de photographes, de compositeurs, de musiciens. Bref, ça devient vraiment le premier secteur culturel et les sociétés de production des séries ont prospéré aussi grâce à la demande des pays du Golfe, donc il y a beaucoup d'argent. Et ce secteur, donc, il est dominé par des sociétés privées qui sont détenues par des personnalités et des hommes d'affaires qui sont liés au régime et qui deviennent donc les premiers employeurs des professionnels de la création artistique et intellectuelle en Syrie. Et donc, il y a une réduction du rôle de l'État dans la production culturelle, mais aussi il va y avoir de nouvelles pratiques de travail et de critères de valeur économique et symbolique dans le champ culturel. Et donc le marché va être inondé de séries, de produits télévisuels qui sont très standardisés, qui sont très consensuels, qui sont vraiment conçus dans l'anticipation des attentes du marché et des téléspectateurs. Et pour la production cinématographique, ça s'avère très déstabilisant. Et au final, la production cinématographique, elle va se caler, en fait, elle va converger vers ces normes-là. Et donc, elle va être considérée comme un outil de divertissement, mais aussi comme un outil de communication politique. Donc la qualité, à partir de ce moment-là, la qualité des films de l'Organisme national du cinéma va beaucoup baisser et va s'aligner en fait sur les standards de la fiction télévisuelle. Et aussi, une grande partie du budget de l'Organisme national du cinéma va être consacrée au festival international, qui va être un outil un petit peu de soft diplomatie pour, à un moment où la Syrie est quand même assez ostracisée sur la scène internationale, voilà, pour donner cette image de dynamisme et d'ouverture. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Ok. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de cinéastes, en fait, à l'Organisme national du cinéma qui vont complètement refuser et qui vont ces nouvelles orientations, et du coup, qui vont se mettre en retrait et finalement, qui vont presque plus travailler, en fait, à l'ONC, qui vont plus faire de films, alors que d'autres vont faire des films tous les ans. Voilà. Donc, il y a une espèce aussi de scission assez nette entre ceux qui soutiennent cette orientation et puis les autres. Donc, à ce même moment, alors de manière assez confidentielle, on voit aussi émerger une jeune génération de cinéastes qui, eux, n'ont pas... certains sont autodidactes et qui vont aussi faire des films, alors de manière un peu autonome, avec tous les moyens les caméras légères, les logiciels de montage, qui sont quand même beaucoup plus accessibles, et donc qui vont expérimenter aussi des nouvelles formes cinématographiques. Et puis, arrive en mars 2011 la Révolution.
Et c'est un vrai séisme. Moi, j'étais à Damas à ce moment-là. J'ai terminé ma thèse, justement, sur le cinéma syrien. Et en fait, il y a vraiment peu de gens qui s'attendaient à ce que la vague des printemps arabes atteigne la Syrie, à cause, justement, de ce caractère répressif du régime. Et aussi parce qu'il y avait la mémoire du massacre de Hama qui avait eu lieu en 1982 et qui avait fait entre 20 000 et 30 000 morts. Et donc, c'était encore un grand traumatisme. Dans cette révolution, et puis dans le conflit qui a suivi, l'image a joué un rôle, ça a été dit, absolument essentiel, très important. Parce que dès les premières manifestations, les gens vont filmer avec leur téléphone portable pour garder une trace de ce moment historique, mais aussi en pensant que l'image pouvait les protéger. Que le fait de montrer ce qui se passait à un regard extérieur, parce que ces images, elles étaient postées sur YouTube, allait peut-être susciter, réfréner la violence, susciter une réaction, parce qu'il y avait justement ce traumatisme de Hama qui a été un massacre sans images, où il y a eu très peu d'images, mais en tout cas, elles n'ont pas du tout été filmées en temps réel. Et donc, évidemment, la suite a révélé malheureusement que l'image ne pouvait rien, qu'elle n'a pas du tout contribué à réfréner la violence, et qu'au contraire, elle a contribué à intensifier les seuils de la violence. Bon, ça, c'est une autre question. Alors, c'est intéressant de noter ce que ce moment révolutionnaire aussi a provoqué dans le champ cinématographique. Donc les cinéastes qui avaient pris leur distance par rapport à l'Organisme national du cinéma ont lancé une pétition en mai 2011, enfin un appel plutôt sur Facebook, pour protester contre l'assassinat par les forces de sécurité des manifestants pacifiques. Et leurs collègues, qui étaient restés proches de l'Organisme national du cinéma, vont leur répondre et vont les accuser, dans un texte publié dans la presse officielle, de compromission avec l'étranger et ils vont soutenir de manière très claire le régime. Donc, et c'est des accusations qui sont extrêmement graves. Et d'ailleurs, cet appel avait été aussi signé par beaucoup d'acteurs et beaucoup de réalisateurs de l'industrie de la télévision, et ce qui montre aussi cette convergence en fait de la télé, de un certain groupe de cinéastes vers une convergence vers le pouvoir. Alors, il y a certains cinéastes aussi qui ont décidé de s'engager dans la révolte par le film, en fait, qui ont filmé les événements. Donc ces cinéastes, ils appartiennent à une génération plus jeune. Il y en a beaucoup de ceux dont je parlais qui étaient autodidactes, qui ont soit qui ont filmé les manifestations, soit aussi parfois qui créent des petits groupes pour transmettre leur savoir-faire à des gens, des activistes qui filmaient les manifestations, qui n'avaient pas forcément de connaissance du cinéma. Et donc cette génération-là, ils ont un rapport complètement décomplexé à la technique cinématographique, et ils sont vraiment pris dans l'urgence de filmer l'instant. Et certains aussi ont fait... Alors, il y a cette nécessité de filmer l'instant, mais il y a aussi toujours, et ça c'est très frappant, la volonté d'avoir un regard aussi singulier en fait sur les événements. Et donc je pense notamment à deux films qui ont été faits dans cette temporalité de l'urgence, des films faits par Rim El Ghazi, d'abord qui ont été sortis sous anonymat, qui ont été réalisés en 2011 à Hama et à Rastan, et qui ont été diffusés sur El Jazeera. On voit aussi s'inventer d'autres manières de diffuser. Je pense ici au collectif Abu Nadara. Alors eux, ils n'étaient pas en Syrie, ils n'étaient pas sur place, mais ils sont à Paris et ils vont montrer des images, soit qu'ils ont tourné avant 2011, donc ils vont faire des tout petits films une fois par semaine qui vont montrer sur Vimeo, soit ils vont recevoir des films qu'on leur envoie de l'étranger. Et donc ça, c'est pour vous donner des exemples de comment ce moment-là, en fait, il va
rebattre les cartes des pratiques de création, de diffusion, qui étaient quand même très, on va dire, bureaucratisées, en tout cas très lourdes, avant 2011. Et tous ces films ont été réalisés avec des moyens extrêmement simples. Alors, surtout aussi, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir l'émergence d'une autre génération, une nouvelle génération très, très diverse, dont nous avons des représentants, de nombreuses représentantes et représentants ici avec nous. Et c'est pareil, il y a des cinéastes autodidactes qui vont se former aussi en filmant les manifestations ou le quotidien de la répression. Certains vont rester en Syrie. D'autres vont devoir s'exiler et par la suite vont pouvoir aussi étudier le cinéma à l'étranger. Et donc depuis 2011, il y a vraiment un profond bouleversement du champ cinématographique. Il y a une grande richesse d'approches, d'esthétique, qui vont porter des récits extrêmement personnels de l'expérience de la révolte, de l'expérience de la guerre, du deuil aussi, et de la violence et aussi de l'exil. Il y a toute un cinéma qui parle, voilà, qui raconte cette expérience de l'exil. Et là, on voit quand même... Alors, avant 2011, il y avait une prépondérance de la fiction. Le documentaire, c'est quelque chose qui faisait encore peur, hein, même s'il y a eu des expériences. Après 2011, c'est vraiment le cinéma de documentaire qui prend le dessus, voilà, avec cette nécessité de se confronter au réel et surtout de raconter ce qu'on a vécu. Et un acteur joue un rôle très important dans ce renouveau, c'est Bidayat, donc, qui a été fondé en 2013 par Ali Atassi, qui est aussi lui-même cinéaste, basé à Beyrouth, et donc qui va accompagner de nombreux jeunes réalisateurs et réalisatrices dans la création, la production et la diffusion de leurs films. Et ils vont aussi organiser des sessions de formation. Et depuis 2013, donc Bidayat s'est arrêté en 2022, Ali, à peu près. Donc ils ont réalisé 6 longs métrages et accordé aussi des bourses d'aide à la création, une dizaine à peu près. Et donc ces films ont beaucoup aussi circulé dans les festivals et ont eu de nombreuses récompenses. Et puis, il ne faut pas du tout oublier qu'il y a une génération qui a continué à travailler en Syrie et que moi, en fait, je découvre aussi, et je suis très frappée et très émue aussi, très bouleversée de voir leurs films. C'est parce qu'évidemment, cette production, elle est restée un petit peu sous les radars. On en entendait parler, mais c'était difficile en fait de savoir exactement ce qu'ils faisaient. Et je pense notamment au film que j'ai vu récemment qui m'a marqué, c'est My Memory is Full of Ghosts, et que je trouve vraiment très fort. Il y en a beaucoup d'autres, et voilà, aujourd'hui, avec ce festival, on a aussi la chance de pouvoir les découvrir. Alors je vais terminer en posant peut-être des questions qu'on va certainement avoir à revoir dans les ateliers. C'est que il y a aujourd'hui, dans ce moment-là, peut-être une responsabilité un peu lourde pour les cinéastes de s'engager dans cette bataille mémorielle, dans la bataille des récits, de comment on fixe aussi le récit de ce qui s'est passé. Alors avant la chute du régime, c'était un récit contre le négationnisme du régime, où il y avait cette volonté de rétablir les faits, de rétablir la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il advient de ce récit? On voit aussi que ce récit de la Révolution, en fait, il est en danger, et que, alors d'une autre manière, mais que comment on le fixe, et est-ce que finalement, quand on est cinéaste, on est créateur, on a envie aussi pas un petit peu de se départir de cette responsabilité pour raconter ses propres histoires. Et puis, il y a les nouvelles modalités de production. Qui va produire les films syriens et à quel prix? C'est-à-dire à quel renoncement, et je pense qu'il ne faut pas renoncer parce que c'est, je veux dire, en jeu, il y a des enjeux existentiels en fait dans cette production. Il y a du sang, enfin il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence, et je crois que les cinéastes, ils sont... Voilà, c'est très compliqué en fait d'avoir à renoncer à certaines choses quand on est quand on est dans cette démarche-là, et que finalement le cinéma, c'est quelque chose de vital. Et tout à l'heure, il était question d'éducation à l'image. Je crois que les Syriens, en fait, les cinéastes, mais aussi les Syriens en général, ont une connaissance de l'image, je pense, qui est bien plus
aiguë et importante que celle qu'on peut avoir ici. Et ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire de ne pas arriver en voulant voilà, éduquer à l'image. Je crois que voilà, y a des choses aussi, on a des choses aussi à apprendre, nous, de cette expérience-là. Et voilà. Et puis, il y a ce cinéma syrien qui est éclaté géographiquement, avec des chemins esthétiques et de création très différents entre ceux qui sont restés et ceux qui ont été, voilà, qui se sont exilés et qui ont travaillé en fait avec des maisons de production étrangères. Comment on fait pour que voilà, y ait de nouveau un contact entre eux, de recréer en fait ce lien, parce que c'est aussi des lignes de fragmentation qu'il faut, voilà, auxquelles il faut réfléchir. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue.